Smart et réglo avec notre avocat Frédéric Sardin, le nôtre. Non, il ne nous appartient pas, soyons sérieux. Avocat au barreau de Paris, associé au pôle IP, Tech et Data du cabinet Jantet. Vous êtes déjà venu nous rendre visite sur des sujets qui sont liés à la data. Et là, on s'intéresse. C'est un sujet qui revient beaucoup dans l'actualité, puisque Fanny Griesmer, dans une de ses chroniques la semaine dernière, évoquait l'idée que certains salariés pouvaient être surveillés. C'est un vieux sujet d'avant Covid qui a pris toute sa puissance avec le télétravail et notamment, utilisons le mot tel qu'il est, la cybersurveillance des salariés. Quels sont les droits des salariés en la matière? Parce que c'est quand même très complexe. D'abord, c'est très subtil. Et puis, à partir du moment où on est surveillé, en général, l'employeur ne vous le dit pas. Donc, c'est compliqué. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais l'employeur doit vous le dire lorsqu'il vous surveille. Bien sûr. Mais c'est vrai que cette question de la cybersurveillance, elle oppose finalement deux droits, deux valeurs. D'une part, le droit du salarié à sa vie privée sur son lieu de travail, et puis d'autre part, le droit de l'employeur à surveiller, sécuriser son entreprise, le contenu des messages qu'échangent notamment ses salariés. Ça, il a le droit sans le prévenir? Alors non, pas sans le prévenir. Parce que souvent, on a l'impression qu'on a des filtres comme ça qui viennent chercher par mots-clés, par exemple. En fait, la Cour de cassation a eu une évolution et a fait évoluer sa position sur la question. Premier temps de la réflexion, c'était 2001. On a eu un arrêt Nikon très important qui a posé un principe. La marque, Nikon. La marque Nikon, les appareils photo Nikon, donc qui était en cause dans ce dossier, qui a posé le principe de ce que le salarié a droit au respect de sa vie privée, y compris sur son lieu de travail. Donc c'était un principe très important posé par la Cour de cassation en 2001. Parce que Nikon avait essayé de surveiller des salariés pour voir... avait essayé d'accéder à des messages personnels d'un salarié. Donc la conséquence qu'en a tiré la Cour de cassation à l'époque... Coup de barre. C'était de dire, vous ne pouvez pas accéder notamment aux emails personnels ou aux messages personnels des salariés. Ça, c'était 2001. Permettez-moi, maître, il y a un petit souci, c'est qu'on peut envoyer des messages personnels avec sa messagerie professionnelle. Alors, tout à fait. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est pour ça qu'il y a eu une évolution de la jurisprudence avec l'explosion des moyens de communication, Internet, les réseaux sociaux, etc., les smartphones, les tablettes. Et une dizaine d'années plus tard, 2009, 2010, 2011, on a une série d'arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui fait évoluer sa position et qui considère en fait que tous les messages que vous allez envoyer depuis votre ordinateur professionnel ou dans le cadre de votre entreprise sont présumés avoir un caractère professionnel. Ah, donc là, c'est un coup de barre dans l'autre sens. C'est un coup de barre dans l'autre sens, une dizaine Très d'années plus tard. protecteur en 2001, moins protecteur en 2009. Tout à fait. Alors, il y a une petite subtilité qui est que si le salarié continue à marquer ses messages personnels, avec un gros personnel, ils sont présumés professionnels, mais l'employeur ne pourra y accéder que en présence du salarié, ou s'il a averti le salarié qu'il souhaitait accéder à cette messagerie et que le salarié n'y défère pas, il pourrait le cas échéant y accéder. Tout ça est très théorique, parce que c'est dans le cas d'un conflit où l'employeur... C'est pas si théorique que ça, parce qu'effectivement, en cas de contentieux prud'homal, ou lorsque le licenciement se passe mal avec des cadres ou des cadres dirigeants, on peut avoir de vraies problématiques d'accès aux messages. Mais il y a un caractère... D'abord, est-ce que les salariés et les clients que vous rencontrez, qui sont parfois des salariés et parfois des entreprises, est-ce qu'ils ont intégré le fait qu'il valait mieux avoir une messagerie personnelle pour envoyer ses messages perso que d'envoyer des choses très personnelles, voire même intimes, avec sa messagerie perso, professionnelle? Pas tous. Certains sont plus naïfs que d'autres, mais non, pas tous encore. Mais la règle, c'est vraiment ce caractère de présomption de caractère professionnel. Donc, dans le cadre du travail, l'employeur a quand même beaucoup de une pouvoir, certaine latitude et beaucoup de pouvoir, dès lors qu'il n'en abuse pas, pour contrôler l'activité de ses salariés. Permettez-moi, lorsqu'une très grosse entreprise décide de mettre en place et d'embaucher des gens qui viennent des services secrets ou d'anciens agents qui sont des spécialistes de cette question, objectivement, le salarié ne peut rien faire. Comment voulez-vous vérifier si vous avez une pompe à mail qui vient aspirer vos mails? Je ne sais pas, une sorte de fantasme un peu complotiste. Est-ce que ça existe? Alors, ça la loi a institué des garde-fous pour mettre en œuvre tous ces systèmes de surveillance, puisque effectivement l'employeur, il peut monitorer les sites internet que vous regardez, c'est du réseau, regarder les appels que vous passez, il peut mettre un GPS dans votre voiture si vous êtes un commercial pour vous balader, etc. Donc la loi, elle met un certain nombre de garde-fous pour pouvoir mettre en œuvre tous ces dispositifs de surveillance. D'abord, il faut informer le salarié.
concerné, soit par un avenant à son contrat de travail qu'il est censé signer. Donc il sera écrit, nous allons contrôler les activités de mail. Exactement, nous contrôlons les emails que vous êtes susceptible d'émettre depuis Vous avez vu ce type de contrat, ça existe, hein, c'est concret. Tout à fait, le salarié signe ce type de contrat. Tout à fait, donc soit un avenant qui est parfois un peu formel, un peu compliqué, etc. On peut aussi... Ce qui compte en fait, c'est que le salarié soit informé. Et que cette information lui soit opposable. Donc ça peut être un avenant. L'avenant, c'est un peu lourd, un peu formel. On ne fait pas nécessairement toujours des avenants. D'un contrat, ouais. On peut faire des chartes informatiques. Ça se fait beaucoup, ça, dans les entreprises. Vous allez faire une charte informatique. Vous pouvez même faire une note d'information ou une notice d'information. Mais est-ce que cette note, elle a eu utilité en cas de conflit? On peut faire valoir cette note. Oui, et la chose qui est très importante, c'est que vous puissiez, en tant qu'employeur, prouver que vos salariés ont été prévenus. Exactement. Ouais, ça, c'est la base. C'est la base. Concrètement, il y a quand même des éléments pratiques. Allons à des cas extrêmes, quelqu'un qui va sur un site pédocriminel, sur son lieu de travail, avec le réseau de son lieu de travail. Est-ce que l'entreprise, elle doit faire valoir l'article 40 ? Est-ce qu'elle doit dire, sans d'ailleurs avoir prévenu le salarié, puisque là, à ce moment-là, il ne sait pas qu'il est surveillé, est-ce qu'elle doit alerter la justice ? Par exemple, là, c'est un cas extrême. Alors, ça arrive que des salariés aillent sur des sites... Alors, il faut peut-être préciser tous les garde-fous que prévoit la loi, parce qu'on va voir qu'effectivement, l'employeur, il peut contrôler, mais il ne faut pas que ce soit abusif. Et notamment, il ne faut pas que ça... Mais là, c'est un cas extrême. Il ne faut pas que ça revienne à de la surveillance permanente du salarié. D'accord ? Donc, s'il y a un cas extrême et qu'effectivement, on s'aperçoit, il va sans doute y avoir une procédure de licenciement et on va aller rechercher de façon ponctuelle les moments le fichier, la photo ou le site litigieux qui a été consulté, etc. Mais donc, les salariés doivent être informés, les IRP doivent être informés également. Bien sûr. Et puis la loi vous fait obligation de conserver toutes les données que vous monitorez que pendant un temps limité. C'est quoi le délai de conservation ? Typiquement, quand vous conservez les logs de sites internet, c'est 6 mois à peu près. Vous pouvez, quand vous conservez les enregistrements téléphoniques de vos salariés, c'est 6 mois à peu près. C'est entre 6 mois, 2 mois. Les emails, ça peut être toute la durée du contrat de travail, la présence du salarié. Plus une durée ensuite au-delà pour des fins d'archives, pour respecter des obligations légales que pourraient vous faire certains textes. Je sors un peu du sujet, mais c'est un coût pour l'entreprise tout ça, parce qu'il faut qu'elle stocke, il faut qu'elle garde, ça a un coût, l'entretienne. Il faut mettre en œuvre les politiques, s'assurer que les salariés soient informés, s'assurer que dans le service informatique on ne fait pas n'importe quoi et qu'on ne passe pas sa vie effectivement à surveiller. Exactement. Oui, ça peut venir tout simplement du service informatique qui s'amuse à acheter un œil dans le bureau sur le bureau de la voisine. Voilà, et donc la limite à tout ça, c'est vraiment une question de proportionnalité. L'employeur a, on l'a vu, une large palette de moyens pour contrôler l'activité de ses salariés, mais il ne faut pas que ce soit abusif, il ne faut pas que ça soit du flicage permanent, il faut que ce soit proportionné au but à atteindre. Avant de nous quitter, il est déjà arrivé qu'un salarié un peu geek, un peu d'un niveau supérieur en termes de tech, découvre en fait qu'on lui avait mis un logiciel espion dans son ordinateur. Ça c'est arrivé ce type de cas ou c'est un film de fiction à écrire Je n'ai pas eu la chance d'avoir un tel cas. Ça serait, mais ce qui est possible, ça pourrait. C'est-à-dire qu'un employeur qui ne serait pas au fait des règles qu'on vient d'exposer pourrait jouer un peu les cow-boys, faire des choses comme ça. C'est clairement réprimé par la loi. La CNIL ne serait vraisemblablement pas très contente non plus. Donc c'est vraiment des pratiques à prohiber. Enfin, il faut préciser avant de nous quitter qu'entre 2001 et 2009, la loi s'est un peu durcie et plutôt en faveur des entreprises. Oui, a plutôt équilibré le rapport de force. Parce que 2001, c'était quand même très en faveur du salarié. Pour les messages personnels. C'était l'arrêt Nikon pour l'arrêt Nikon. 2001. C'est important d'être précis. Merci Frédéric Sardin de nous avoir éclairé. Soyez vigilants tout de même. Et puis faites attention aussi. Voilà, séparer le professionnel du privé, c'est peut-être le plus simple à faire. Exactement. Merci d'être venu sur le plateau, avocat associé Polyp Tech et Data au cabinet Jeantet. C'est toujours un plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Le cercle RH, c'est un autre sujet sensible et de conflit. Peut-être c'est la santé mentale, la santé au travail, avec cette question du télétravail qui a une incidence. On le voit dans les chiffres. Les salariés sont au bord du craquage. Certains sont en grande détresse. On fait le point évidemment, mais tout de suite c'est la pause café avec Fanny Griesmer avant de retrouver notre débat. On va s'intéresser à la relation qu'on entretient avec notre manager. C'est tout de suite.